passe son fonctionnement? On vous explique tout dans cette édition. À la une également, l'inquiétante montée de l'insécurité aux ZAC de Thiès. Le quartier de la Cité du Rail subit des séries d'agressions et de cambriolages. Reportage à suivre. Et puis dans notre rubrique Les bonnes feuilles, zoom sur les labyrinthes de mon cœur. Il s'agit d'un recueil de poèmes d'Aïssatou Diallo à dévorer. Sur l'international, au Mali, appel d'air pour la junte. L'UEMOA a ordonné la suspension des sanctions économiques. Les détails dans cette édition. La police nationale célèbre 40 ans de présence des femmes dans ses rangs, un bilan fort élogieux selon le ministre de l'Intérieur. Les festivités vont durer 48 heures sous le thème « Les 40 ans des femmes dans la police, bilan et perspective ». Compte rendu, Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoni Baye. 40 ans de carrière, 40 ans d'intégration au sein de la police nationale, les femmes ont marqué cette nouvelle ère pleine de symboles. L'adoption de la loi 81-63 du 24 novembre 81 relative au statut du personnel de la police nationale a permis d'accueillir la première promotion de 9 femmes cadres, dont 5 officiers et 4 inspecteurs. À l'occasion de cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance, la première promotion a revisité l'histoire. Elle coïncide ainsi avec la 16e promotion. Cette initiative salutaire a été renouvelée en 82 avec le recrutement des 2 premières femmes commissaires, 2 officiers de police, 4 inspecteurs de police avec la 17e promotion. Ainsi, s'en est suivi la 18e avec 2 commissaires et 4 inspecteurs de police. La 20e aura la particularité d'accueillir la première femme gardienne de la paix et un inspecteur de police. Au niveau international, la junte féminine a aussi brillé. Au niveau interne, les femmes occupent des rôles opérationnels dans les services de police, bien entendu sous la coupole de nos vaillants frères policiers. Ainsi, une bonne partie des services de la police est dirigée par des femmes. Au niveau international, la belle participation des femmes a été couronnée par le projet ELSI. Un projet innovant qui vise à augmenter le nombre de femmes dans la police. Ces pionnières de la police nationale veulent mieux faire, conjuguer leurs efforts pour le maintien de la paix. 40 ans des femmes dans la police, une occasion pour aller à la rencontre d'une doyenne aujourd'hui retraitée après 3 décennies passées au service de la police nationale, une des premières à avoir intégré le corps en 1982. Il s'agit de la commissaire Abi Diallo, sortie en 1994, major de sa promotion, s'il vous plaît. Son portrait est dressé par Aminata Maresso et Yaya Diallo. Quand la commissaire Abi Diallo parle de ses 30 années passées à la police, c'est un livre d'histoire qui s'ouvre. C'est la sortie de la promotion à l'École nationale de police, donc en 1984. J'étais première à la sortie. Ah, vous étiez majeure? J'étais majeure à la sortie. Quand je suis allée prendre service à Saint-Louis, là c'est le gouverneur Souleymane Diène et le commissaire central Antoine Mendy. En 2008, commandeur de l'Ordre national de l'Union. Admise à l'École nationale de police en octobre 1982, Abi Diallo fait partie des premières femmes commissaires de police au Sénégal. Et puis la toute première cohorte de femmes cadres à la police, c'était des inspectrices et des officiers de police. Quand je suis venue, elles venaient juste de finir leur formation. 30 ans de service, des postes stratégiques, des séquences d'une riche carrière encore fraîche dans la tête. La gestion des événements de Saint-Louis avec les événements sénégalo-mauritaniens
qui ont été extrêmement douloureuses sur l'étendue du territoire. Et moi, en tant que commissaire d'arrondissement de Sort, j'étais sous l'autorité du commissaire central de Saint-Louis, mais j'étais en contact plus direct avec les événements, puisque c'est de mon commissariat qu'on organisait la protection et l'acheminement des ressortissants mauritaniens pour les soustraire à la vindicte populaire. À la sûreté urbaine de Dakar, comme au commissariat de Sort, les anecdotes ne manquent pas. Il y a eu là-bas en 90, en 91, 92, je pense, un soulèvement. C'était une bataille entre eux pour des raisons très familiaux. Ils sont battus et ça a dégénéré. Et j'ai dû un week-end vraiment me coordonner et faire vraiment des interventions très musclées pendant le week-end, alors que le commissaire central était absent de la ville. Et je me rappelle encore en riant que c'est en Molfeu que je suis arrivée sur le théâtre des opérations. Et quand j'ai vu que ça arrivait, j'ai dû également replier pour aller me mettre en tenue et venir mener les opérations de rétablissement de l'ordre. Aujourd'hui, présidente de l'Association des juristes sénégalaises, commissaire Abi Diallo continue la défense des femmes. Un autre défi. Merci Aminata. La souffrance des habitants du quartier de la ZAC de Thiès, ils sont tétanisés par des séries de cambriolages. La montée de l'insécurité inquiète les populations. À suivre dans un instant le reportage de Cheikh Anta Diop. Et puis, 4e jour du procès de l'affaire du massacre de Boffa Bayotte, accusés et témoins se succèdent devant la barre. En revanche, le nombre pléthorique de témoins intrigue. Eh bien, pour l'éclatement de la vérité, c'est normal, selon un des avocats de la défense. Nous y reviendrons dans un instant avec notre équipe dans le Sud. À la découverte à présent d'une technologie qui concerne la médecine au Sénégal. Il s'agit de la radiologie interventionnelle dont la technique se pratique depuis quelques jours à l'hôpital principal de Dakar. Celle-ci consiste à procéder à une opération chirurgicale sans ouvrir l'organisme. Diverses pathologies sont ainsi traitées sans risque d'aboutir à des conséquences négatives post-opératoires. Voyons tout cela avec Marcel Farba-Maroun et Diafarapa. Une opération chirurgicale sans ouvrir l'organisme, c'est désormais possible au Sénégal, au niveau du centre d'angiographie polyvalente et de rythmologie interventionnelle de l'hôpital principal de Dakar. L'opportunité d'assister à une séance de radiologie interventionnelle nous est offerte. La patiente est une dame atteinte de fibrome utérin. Imposer à la dame d'uriner souvent ou d'être vraiment avoir une douleur. Et nous, des saignements, on en a. Donc, et nous, ce qu'on veut, c'est effectivement arrêter ces méfaits en réduisant la taille de ces tumeurs sans opérer les patients. Donc on arrive donc à réduire la taille parce que tout simplement les vaisseaux qui vont aller vers ces tumeurs qu'on appelle les fibromes utérins, nous on va les boucher et quand on les bouche, ils n'auront plus d'apport de sang, donc logiquement ils vont diminuer de taille, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de nécrose. Le principe de base de la radiologie interventionnelle est donc dénommé embolisation, laquelle consiste à obstruer un ou plusieurs vaisseaux qui nourrissent une lésion ou qui constituent une lésion vasculaire. Outre l'exemple du fibrome utérin, d'autres lésions sont concernées par cette technologie. On peut l'utiliser dans les accidents vasculaires cérébro-hémorragiques, mais on l'utilise surtout dans ce qu'on appelle les hémorragies de la délivrance, parce que les femmes qui, au décours d'un accouchement, saignent beaucoup. La seconde, c'est l'embolisation pour enlever une tumeur très fréquente ici, mais bénigne, qui est l'adénome de prostate. Quand on l'enlève, on n'endort pas le malade. Il n'y a pas de risques hémorragiques qui sont liés à la technique classique. Il n'y a pas de risque de dysfonctionnement érectile. Il n'y a pas de risque de ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde, c'est-à-dire que les gens éjaculent et s'en sortent. Et la dernière maladie dans laquelle on l'utilise, ce sont les maladies cancéreuses du foie. Parce que les cancers du foie, on le sait, sont très vascularisés. Il y a beaucoup de sang qui circule. Et quand on embolise, on diminue cette arrivée massive de sang et ça contribue à réduire le volume de la tumeur. À noter qu'à la date du jeudi 24 mars 2022, 3 patients sont passés par la radiologie interventionnelle, une technologie qui n'a auparavant jamais été testée au Sénégal et peut-être même dans la sous-région.
Merci Marcel. Et puis je vais l'annoncer, la souffrance des habitants du quartier de la ZAC de Thiès. Ils sont tétanisés par des séries d'agressions et de cambriolages. La montée de l'insécurité inquiète les populations. Cher Anta Diop, c'est la tire. La ZAC de Thiès, zone d'aménagement concerté, c'est le calme plat. Ce quartier résidentiel, situé à la sortie de Thiès, sur les deux voies, est dans une insécurité totale. Des individus encagoulés, bien armés, ont cambriolé plusieurs maisons. Une importante somme d'argent emportée. Cette temps-ci, on a constaté quand même quelques agressions et des vols dans les quartiers. Bon, maintenant, on sait que c'est très dangereux. Maintenant, ce que nous demandons à l'État, c'est d'aider à avoir de l'électricité. Vous ne pouvez pas comprendre une ville 70 km de Dakar, deuxième ville après la capitale, où nous sommes dans un quartier chic, quartier résidentiel. Il n'y a pas d'électricité, je ne peux pas comprendre. Je ne sais pas si les autorités, son Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne sais pas s'il est au courant, les ministres de l'énergie, de la Sénélec, je ne sais pas s'ils sont au courant, les maires sont au courant parce qu'il est venu ici, on l'a informé. Il faut que les autorités nous viennent en aide. Vous êtes en danger? On est en danger, ça c'est clair, on est en danger. Parce que si vous couchez, vous ne savez pas le lendemain si vous allez vous réveiller. Est-ce que vos biens vont se réveiller? Est-ce que la famille va se réveiller? Vous ne savez pas. Les habitants du quartier Zagbe appellent les autorités administratives, le maire de la commune de Thiès-Nord et de la ville de Thiès à réagir avant que le pire ne vienne. Maintenant, dans le sud, 4e jour de procès de l'affaire du massacre de Boffa-Bayotte. Accusés et témoins se succèdent devant la barre. En revanche, ce qui intrigue, c'est le nombre pléthorique de témoins. C'est normal, selon un des avocats de la défense, Boubacar Diassi, Lamine Mandiang. Au 4e jour du procès, dit du drame de Boffa-Bayotte, aucun verdict n'est encore disponible. Toutefois, les accusés, les témoins, mais aussi les rescapés qui constituent les parties civiles continuent de se succéder devant la barre. Au total, depuis l'ouverture du procès lundi, 8 accusés sont passés devant la barre contre une douzaine de témoins. Les accusés nient toujours avoir participé à la tuerie. Certains ont même été mis en confrontation avec des témoins qui, il faut le reconnaître, sont très nombreux. L'un des avocats de la défense, Maître Kaoussoukaba Bodian, explique pourquoi ils sont si nombreux. Alors, tout à fait, vous savez, c'est un procès important, très important et sensible. On veut chercher la vérité. Donc on essaie pour cela, n'est-ce pas, d'entendre, n'est-ce pas, tous ceux qui peuvent éclairer la religion, n'est-ce pas, de la Chambre. Voilà. Donc c'est tout à fait normal. À mon avis, c'est normal. Maître Bodian a déclaré que jusqu'ici, l'audience semble respecter ce à quoi l'on pouvait s'attendre dans un procès de cette envergure. Oui, ça se déroule bien pour l'instant. Ça se déroule bien. Oui, c'est normal que les échanges et tout, bon, c'est tout à fait normal. C'est un débat. Bon, il y a des avocats qui, assistent des parties civiles. Il y en a qui sont pour la défense. Bon, les échanges, donc, c'est tout à fait normal. Hein. Oui, c'est tout à fait normal. En tout cas, pour le moment, ça se déroule bien. Ce vendredi, l'audience criminelle boucle sa semaine ouvrable. Merci Boubacar. L'ARMP devient l'ARCOP. Les prérogatives de l'autorité vont s'élargir. Ses compétences sont donc plus larges. Décision prise hier en Conseil des ministres. Explication à la Sanba. C'est la loi numéro 2021-23 du 2 mars 2021 en son article 10 qui fixe les nouvelles attributions de l'ARMP devenue ARCOP, Autorité de régulation de la commande publique. Une loi qui vient renforcer l'accessibilité du secteur privé national. Auparavant, les contrats étaient régulés par le Conseil des infrastructures, tandis que l'ARMP se limitait aux marchés publics et aux délégations de services publics. Maintenant, sur le plan aussi normatif, cette nouvelle loi a renforcé l'accessibilité du secteur privé national. Parce qu'aujourd'hui, tous les contrats PPP en deçà de 5 milliards ne peuvent être attribués qu'aux entreprises nationales. Et aussi, on a prévu un encouragement de toutes les entreprises qui acceptent d'employer les femmes et les jeunes. Et mieux même, on a favorisé dans cette loi l'accessibilité au marché, à la commande publique des entreprises qui sont dirigées majoritairement par les femmes et les jeunes. De l'avis de Eliman Khan de l'ex-Africa, sur le principe, c'est une bonne chose. Mais il ne s'agit pas d'élargir les compétences de la structure qui existait déjà. Au vu de certains manquements, une évaluation
s'imposer. Pour nous dire que la RMP n'a pas satisfait à toutes les attentes qu'il y avait, du fait des réformes déconsolidantes qu'il y a eu lieu, qui ont favorisé davantage de gré à gré, et donc du fait également de la gouvernance même de la RMP, dans la mesure où les autorités qui étaient donc nommées à ces postes-là, à un moment donné, n'avaient plus de légitimité ni de légalité. Et donc ça a posé des problèmes qui mériteraient d'abord d'être évalués. Après l'adoption de cette loi numéro 2021-23 qui fixe le droit commun de la nouvelle commande publique et le décret d'application 1443 du 27 octobre 2021, le directeur de la réglementation et des affaires juridiques de l'ARMP est optimiste par rapport à la finalisation à temps. Maintenant, ce qui reste à adopter, c'est la modification du code des obligations d'utilisation pour faire de l'ARMP l'ARCOP et le décret portant organisation et fonctionnement de l'ARCOP, ainsi que la modification du code des marchés publics. Ça a été quand même regrettable quand, au moment de réformer le code des marchés publics, le chef d'État lui-même, influencé certainement par beaucoup de fonctionnaires, que les marchés publics n'arrangeaient pas, ou bien que la transparence de façon générale n'arrangeait pas, avait opposé l'argument d'efficacité à la transparence, ce qui n'est pas acceptable. L'objectif recherché dans ce changement est d'asseoir davantage la transparence et la bonne gouvernance. Baounan, c'est le nom de la plateforme créée par 6 communes confrontées au manque d'eau. Il s'agit de la commune de Mbam, Toubatoul, Nioro, Alasantal et de Khombol. Elles ont profité de la tenue du Forum mondial de l'eau pour exposer leurs difficultés. Vous allez le voir dans ce sujet réalisé par Habib Faye et Tierno Laurent Mendy. Le Forum mondial de l'eau est le théâtre de différentes rencontres. Ils sont nombreux à faire le déplacement, beaucoup d'expositions partout. La plateforme Baounan en est l'exemple. Elle regroupe 4 communes du Sénégal qui ont un seul dénominateur commun, le manque d'eau. Chez nous, nous sommes entourés d'eau. Vous avez la commune de Mbam, la commune de Soum et la commune de Foundiougne, qui malheureusement sont entourées d'eau de mer, avec le fleuve Salom et ses affluents, qui font qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir beaucoup d'eau, suffisamment d'eau ou d'eau potable pour développer l'activité économique, mais également pour aussi donner aux populations de quoi boire. Nous avons ce dénominateur commun, nous sommes 4 communes qui sont confrontées à des problèmes d'eau. La nôtre, par exemple, Khombol, j'ai l'habitude de dire que Khombol est assis sur de l'eau, mais ne la boit pas, parce que nous sommes traversés par une nappe très abondante. Mais aujourd'hui, nous avons des problèmes d'alimentation en eau potable dus à l'accroissement de cette population, de la taille démographique de la population qui a vraiment augmenté. C'est aussi une occasion saisie par plusieurs organisations pour nouer des partenariats. On constate que ça nous améliore notre niveau de vie. Et qui dit améliorer le niveau de vie, dit être présent à son travail, diminuer les dépenses, les frais liés à la santé et en même temps vivre un niveau de vie digne. Et cela, de l'autre côté aussi, ça promote le tourisme dans nos pays. Au vu du type de forum qui nous réunit, et pour que sur ce plan qui concerne, disons, les activités liées à l'eau, nous puissions rencontrer ceux qui ont besoin de nous, c'est-à-dire nos clients, ceux qui nous demanderont un travail technique, mais aussi rencontrer ce que nous pouvons représenter, en plus de ce que nous représentons déjà. Des perspectives s'ouvrent à elles. Et donc, à l'issue du forum, nous devons être encore plus larges dans notre éventail et dans notre panoplie de technologie. Quand même, on peut voir le potentiel qui existe, on peut voir également les problèmes et trouver des solutions. Et c'est l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui, dans ce forum mondial-là de l'eau, d'avoir à rencontrer ces partenaires-là. On a de toutes les communautés, hein, aussi bien de l'Europe que du reste du monde, même des services techniques sénégalais qui sont là, parce que l'État du Sénégal aussi, avec ces administrations, sont là. 30 000 participants assistent au 9e Forum mondial de l'eau. Pour plusieurs, l'accessibilité à l'eau potable pose problème.
Merci Habib. Grève de la faim des orphelins et veuves des djambars de la guerre du Golfe. Ils demandent toujours leur indemnisation à l'État du Sénégal suite au fonds qu'avait versé le Koweït. Plusieurs grévistes seraient déjà évacués à l'hôpital depuis le début de cette grève lundi dernier. Écoutons leur porte-parole avec Abadouba. Hier, on a évacué 2 de nos sœurs à l'hôpital d'Al Diam. Et il y a le SAMU qui est là, qui est en train de diagnostiquer un de nos frères qui a eu des palpitements au niveau comment dirais, de la poitrine. Actuellement, ils sont en train de le consulter. On est là depuis. Et aujourd'hui, il y a l'ONG Diamora qui était là. Il est venu s'enquérir de la situation et nous dire qu'il est là parce que Mamatar Gueye a parlé avec le président de la République. On l'a écouté et aussi on l'a dit que nous n'arrêterons pas notre grève jusqu'à ce que le président envoie un de ses émissaires ou bien lui-même de venir parler avec nous directement. Nous ne voulons pas d'intermédiaire. Et ce dossier, nous voulons que le Sénégal le règle dès maintenant et une bonne fois pour toutes. On est là et on restera là, Inch'Allah. Quitte à que nous mourons tous, nous le ferons. La COSYDEP déroule la deuxième phase de son programme Educo. Il est consacré à l'éducation émancipative. Il s'agira, selon les acteurs, de réfléchir durant 2 jours sur comment faire du citoyen un véritable acteur de transformation sociale. Abdou Diaw, chargé de programme COSYDEP. C'est un programme, n'est-ce pas, qui effectivement entre dans sa deuxième phase. La deuxième phase est consacrée pratiquement au développement du concept d'éducation émancipatrice, avec les significations, les enjeux et les défis. Parce que effectivement ce concept constitue un peu le noyau dur du programme qui effectivement est bâti sur les résultats de la phase 1. Dans la phase 1, on avait pu faire un diagnostic institutionnel de la coalition pour voir un peu ses capacités en matière de plaidoyer, en matière de présence dans les espaces de définition de politique et autres, mais même aussi en matière effectivement d'organisation, de mobilisation, etc. Mais nous n'avons pas pu effectivement développer entièrement toutes les compétences qui étaient planifiées. Le questionnement, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pays africains et même pays d'Amérique latine, pays basques, etc., pour que notre système éducatif, n'est-ce pas, devienne un système qui permette à ces citoyens, à ces élèves qui sont formés de pouvoir s'émanciper, se libérer de toute entrave, de toute contrainte, et acquérir un esprit critique, un esprit de discernement qui font d'eux des citoyens porteurs effectivement de transformation sur le plan social. Allons à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Aïssatou Diallo intitulé Les labyrinthes mon cœur, un recueil de poèmes fruit d'une observation du quotidien de la jeune auteure. Les thématiques de la motivation, l'espoir, l'amour et le maraboutage sont explorés, une manière pour Aïssatou de partager son regard de ce qu'elle appelle un nouveau du monde. Les labyrinthes mon cœur, note de lecture signée Ibou Diouf et Mohamed Dieng. Elle a porté son regard sur la vie, qu'elle soit belle ou triste. Des vers et autant de poèmes qui ont permis à Aïssatou Diallo de revenir sur le pourquoi cet ouvrage, Les labyrinthes de mon cœur. Pourquoi les labyrinthes de mon cœur? Parce que c'est déjà un cœur en 1000 morceaux que j'ai eu à recoller, dont chacun en est la preuve. Chaque personne ici a sûrement eu à vivre une déchirure au niveau de son cœur ou quelque chose qui l'a blessé, que ce soit de manière spirituelle ou psychologique. C'est pour cela que j'ai eu à écrire ce livre, pour pouvoir permettre aux gens de guérir, parce que c'est une sorte de guérison. Des thèmes divers et variés pour permettre aux lecteurs d'avoir un regard nouveau de la société. Je fais de mon mieux à intégrer la poésie dans le coaching en développement personnel. Il y a aussi le thème de l'amour, du désespoir, mais aussi de politique et de
maraboutage, tous ces thèmes sont élaborés dans le texte. De par ses vers, Aïssatou Diallo tente de montrer l'unité qui peut exister dans le monde, tout en insistant sur son vécu quotidien. Je me suis d'abord, pour commencer, inspirée de mon entourage, de ma famille, de mes amis et des gens qui m'accompagnaient chaque jour pour écrire ce livre. Il a duré longtemps, il faut dire vrai, mais à chaque pas, je me disais que c'était le moment propice maintenant. Aïssatou Diallo se sert de la poésie pour faire voyager les lecteurs. L'auteur étale ses mots pour crier les mots de la société. J'ai d'abord écrit 2 chroniques sur Wattpad, Mon amour et ma destinée et Angélique mais maléfique. Et j'ai arrivé à obtenir plus de 1,18K de lecteurs. Et c'est ainsi que les gens ont commencé à me dire pourquoi tu n'écris pas un livre. Après j'ai dit bon, je vais tenter. Après les gens qui me suivaient aussi sur Instagram ou Facebook demandaient mais pourquoi tu n'écris pas? Nous on aime beaucoup les textes que tu publies chaque jour. À travers son ouvrage Les labyrinthes de mon cœur, Aïssatou Diallo reste dans son domaine de prédilection, le coaching en motivation, en sus de ses talents de poète, scénariste et chroniqueuse. Merci Ibou. Et puis sur l'international, le dégel est acté entre le Mali et l'UEMOA. Il s'agit d'un appel d'air pour l'économie malienne. La Cour de justice de l'UEMOA a ordonné ce jeudi la suspension des sanctions économiques prises en janvier par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Une nouvelle donne dans les relations du Mali avec les régions ouest-africaines. Voyons tout cela avec Ibrahima Khan. L'étau se dessert sur Bamako. À la veille du sommet de la CEDEAO consacré à la situation au Mali, la Cour de justice de l'UEMOA annonce ce jeudi la suspension des sanctions économiques adoptées contre le Mali le 9 janvier dernier. Devant le colonel Assimi Goïta qui voulait se maintenir au pouvoir 5 ans durant, les chefs d'État ouest-africains avaient décidé d'isoler Bamako en adoptant de dures sanctions, notamment le gel des avoirs du pays à la Banque centrale commune aux 8 États membres de l'UEMOA, celui des entreprises publiques, entre autres. Dépité par ces sanctions qu'il juge illégales, l'État malien avait commis un pool d'avocats aux fins d'annulation des mesures contre Bamako. C'est le 21 février dernier que les robes noires ont déposé 2 recours pour dénoncer une illégalité absolue. Il frappe aujourd'hui un grand coup, étant donné que la Cour de justice de l'UEMOA, dans son ordonnance, déclare la requête aux fins de sursis à l'exécution introduite par l'État du Mali recevable en la forme et ordonne le sursis à l'exécution des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Exceptionnellement invité au sommet extraordinaire du 25 mars de la CEDEAO prévu à Accra, le colonel Assimi Goïta, selon certaines informations, a choisi de ne pas faire le déplacement. Toutefois, il a fait part de sa disponibilité à interagir par visioconférence avec les chefs d'État africains. Il annonce également avoir dépêché quelques de ses ministres, notamment Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne. Ibrahima, et ça vient de tomber dans un tweet. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, renseigne que la délégation ministérielle malienne ne sera pas donc présente au sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra, puisque le sommet va se tenir à huis clos entre les chefs d'État. Dans l'actualité sportive, le Sénégal compte ramener de l'Égypte tout sauf une défaite. C'est la conviction du sélectionneur national Aliou Cissé qui estime que les Lions vont tout faire donc pour amener un résultat positif. Nous l'écoutons avec les équipes de la Fédération sénégalaise de football. Ça ne sera pas un match facile. Le capitaine Koulibaly l'a dit. Je pense qu'aujourd'hui on est en face aussi d'une très bonne équipe, d'une très belle équipe qui est l'équipe égyptienne. Mais comme je l'ai dit, nous aussi on a des arguments à faire valoir face à cette équipe égyptienne. On a envie d'aller à cette Coupe du Monde. Nous travaillons dur pendant des années et des années en réalité pour des compétitions comme ça. Ce groupe-là a été constitué aussi pour jouer ces compétitions-là. Nous savons que ça se jouera en 2 matchs. Même je dirais 3, la finale a été gagnée parce que dès lors qu'on a su que c'était l'Égypte, on savait qu'on était amené à les jouer 3 fois.
Il y a un match qui a été gagné. On sait qu'il y a un deuxième match qui est très important, qui est ce match de demain. Mais forcément, quoi qu'il puisse se passer demain, il y aura un match décisif chez nous. Donc c'est un match aussi c'est une rencontre qu'il faut jouer avec quand même beaucoup d'intelligence. Ne pas faire n'importe quoi parce que c'est 2 matchs aller-retour. On n'ira pas en tout cas à la fleur au fusil. Mais nous essaierons en tout cas d'avoir le meilleur résultat ici pour bien aborder le match retour. Égypte-Sénégal ce vendredi donc au Caire, une occasion pour les Lions de confirmer leur suprématie en Afrique. Cher Sadibou Diarra. L'équipe nationale du Sénégal est devant une équation à 2 inconnus. Face au pharaon d'Égypte, au Caire, les Lions vont devoir prouver leur capacité de remobilisation et d'imperméabilité à la pression de l'adversité. 2 défis à leur portée. Il y a une approche psychologique puisqu'il y a une nouvelle compétition qui va commencer. Et pour les compétiteurs, en fait, il faut à chaque fois oublier les exploits du passé pour se consacrer à de nouveaux objectifs car ils ont toujours faim. Ça, c'est sur le plan psychologique, mais sur le plan technique quand même, on peut dire que la finale qu'on a disputée dernièrement face à l'Égypte peut servir de base de travail à Aliou Cissé puisque c'était vraiment un match de qualité, 120 minutes de très haute intensité avec beaucoup d'occasions à l'appel. Il n'y a manqué que l'efficacité. Donc Aliou Cissé et son staff peuvent vraiment se servir de ce match-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un environnement nouveau et différent qu'on aura au Caire. Il faudra prendre ça en compte. Donc, et surtout que c'est une double confrontation, un match aller-retour différent d'une finale. Donc l'approche du match dans ce sens-là doit changer. Mais on a quand même des joueurs vraiment de très haut niveau habitués à ces jeux-là. L'autre attraction de ces barrages du Mondial 2022, la rivalité entre Salah et Sadio Mané, une occasion pour la star sénégalaise de confirmer son leadership en sélection. Ce sont 2 joueurs aussi qui, en sélection, s'appuient sur le collectif. Et sur ce plan-là aussi, on peut être rassuré parce que lors de la CAN, quand même, on a vu une belle complicité sur le côté gauche entre Saliou Ciss et Sadio Mané. Vraiment, c'était l'un des circuits préférentiels de l'équipe nationale. Et puis Sadio Mané aussi sur le plan individuel, quand on regarde, on voit qu'il a une certaine maturité, une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Et ça aussi, c'est... Égypte-Sénégal, c'est ce vendredi au Stade international du Caire. À partir de 19h30, la première sortie des Lions dans la peau de champion d'Afrique qui sera loin d'être une partie de plaisir. Et on croise les doigts, cher Sadibou. Merci beaucoup, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un tout petit instant. El Haj Ibrahim Massal est l'invité de Binta Diallo dans la dernière partie de Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.